Alors, merci, mesdames, messieurs, d'être là, d'avoir bravé un peu la chaleur. On vous prive un peu de la beauté du site Saint-Sulpice, mais on voulait avoir une salle accommodante avec le climat actuel. Bon, inutile d'insister là-dessus. Vous êtes tous informés, et combien de fois par jour, de la grande chaleur avec laquelle nous vivons. Mais vous ne serez pas déçus parce que on a la chance aujourd'hui, un privilège d'accueillir un haut représentant de la hiérarchie militaire, et en plus de le faire par temps de crise et de conflit. Avant de décliner ces hauts faits qui l'auront conduit aux plus hautes fonctions de l'armée, certains le savent, certains de ses amis sont ici présents. Édouard Guyot fut chef d'état-major des armées de 2010 à 2014. Notre amiral, et c'est le privilège que vous avez aujourd'hui, a le verbe économe. Je ne voudrais offusquer personne, et notamment pas tous ces experts de la chose militaire qui se répandent matin, midi et soir sur les ondes et les images pour expliquer des conflits sans fin. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, nous sommes plutôt dans le cas d'un discernement de la situation conflictuelle d'aujourd'hui en la contextualisant aux empires et à l'histoire des civilisations. C'est dans ce cadre élargi, si je puis dire, de l'histoire et de la géographie que se situe l'intervention de l'amiral Guyot. Fernand Braudel est passé par là, mais pas que. Je pense récemment à des gens comme Huntington, Bernard Lewis et un certain nombre d'autres prospectivistes de l'histoire et de la géographie ont montré que les conflits s'inscrivaient dans une panoplie très large. Donc c'est dans ce fil des civilisations qu'Édouard Guyot va situer son intervention, à la fois en explorant le temps des conflits et l'espace des empires qui ont façonné le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Alors Édouard Guyot a d'abord accompagné Jacques Chirac comme chef d'état-major particulier à la présidence de la République. C'est son successeur, Nicolas Sarkozy, qui en fera le chef d'état-major des armées. Il sera maintenu à ce poste par François Hollande avant de démissionner. Alors, c'est amusant, je ne sais pas si ça fera plaisir à notre interlocuteur, mais coïncident, son successeur, Pierre de Villiers, démissionnera également sous la présidence d'Emmanuel Macron. Je voulais souligner ce point-là pour dire quand même, puisqu'il y a des confrères journalistes qui sont ici, que la grande muette ne courbe pas toujours l'échine, et c'est très bien ainsi, parce que dans une démocratie, les forces vives doivent pouvoir s'exprimer. Au-delà de cette considération de journaliste, Édouard Guyot est là, il a pu rencontrer des amis, a navigué, commandé depuis les paquebots, les navires de guerre les plus prestigieux, le Charles de Gaulle, mais de l'école navale à tous ses commandements. Il aura montré qu'il, j'allais dire domine, peut-être pas, le mot n'est pas adéquat, mais qu'il a croisé à la fois les océans et les empires, et que ces missions militaires ont été également des missions de guerre, notamment, cher Édouard, l'opération Serval au Mali, qui était une opération à l'époque importante. Alors, dans ce CV fourni, prestigieux, étant journaliste, je ne peux pas ne pas faire remarquer qu'il est le fils d'un journaliste, Jean-Louis Guyot, qui présida et l'AFP et TF1, excusez du peu. Mais si je relève ce point, c'est peut-être par tentation psychanalytique, c'est que quand on a un père journaliste,
en général, on est versé dans les médias, mais le verbe d'Édouard Guillot est plutôt en défricheur d'idées, de stratégie militaire, plutôt que de médiatisation instantanée des événements. Et donc, il y a là encore, vous voyez, une grande indépendance d'esprit. Alors, un mot sur le sujet qui nous concerne. Les conflits aujourd'hui sont prégnants. Ils durent, ils perdurent du Proche-Orient à l'Europe centrale et orientale. Et c'est cette chose qui est intéressante, c'est qu'au-delà des protagonistes immédiats, par exemple au Proche-Orient, israéliens, palestiniens, en Ukraine, la Russie et l'Ukraine, eh bien, on a toute une série de composantes, de pays, de cultures qui se mêlent. C'est-à-dire que les conflits aujourd'hui sont très durables et se situent dans un contexte d'émulation des civilisations. Il y a là donc quelque chose de très nouveau ou pas. Je n'en sais rien, l'amiral nous le dira. Peut-être pour terminer, des petites choses un peu personnelles. Est-ce que ces conflits qui se répètent, est-ce que ça inscrit une répétition de l'histoire, c'est-à-dire la guerre du Péloponnèse pour remonter 5 siècles, 4 siècles et demi avant notre ère, où Sparte et Athènes se bagarraient à l'époque, Athènes la démocratique contre Sparte la frondeuse. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, cette grille-là est toujours valable dans les conflits aujourd'hui? Et la deuxième chose, c'est en reprenant une pensée profonde de Nietzsche qui dit « c'est le prix qu'il nous faut payer pour être humain ». C'est-à-dire que l'agressivité, elle est humaine et que les hommes se sont toujours fait la guerre. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Mais nous restons attachés à la démocratie, nous, Européens, et nous pensons que la solution des conflits peut se faire par la négociation. On peut le souhaiter, mais en tout cas, mon avis est secondaire par rapport à celui de l'amiral Guillot qui, lui, connaît ce chapitre sur le bout des doigts et nous fera partager à la fois sa science, j'allais dire impériale, dans le sens où il va nous parler des empires et nous dire pourquoi aussi il a souhaité conjuguer la force avec les empires. Voilà, cher Édouard, merci de t'accueillir sous ces lambris dorés de la mairie du 6e et c'est à toi pour essayer de travailler ce nouveau concept sur les empires et la force à l'ombre des conflits que nous vivons et qui inquiètent beaucoup la population française comme les autres peuples. Merci, c'est à toi. Merci Émile. Merci à toi, merci à l'association Passage à la Paix que tu as créée qui me donne l'occasion aujourd'hui de m'exprimer devant vous. Je ne vais pas vous faire une énième conférence sur les empires, c'est devenu très à la mode, c'est même devenu un peu tarte à la crème. J'en veux pour preuve le fait que quand il y a 4 ans, on tapait empire sur les agents conversationnels, ChatGPT, Grok, Mistral, on vous répondait « il n'y a pas d'empire au XXIe siècle ». Et puis quand vous le faites aujourd'hui, vous pouvez le faire tout à l'heure, ou même maintenant si vous le souhaitez, on va vous expliquer qu'il y a des néo-empires, des machins. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de publications depuis 4 ans, d'un seul coup c'est devenu à la mode, que c'est rentré dans les bases de données et que cette intelligence artificielle, mais on en reparlera si vous le souhaitez dans les questions, s'en est emparée et vous sort des tas de choses. Je vais vous faire un aveu tout de suite. J'avais un plan pour cette conférence et je me suis amusé à interroger les agents conversationnels. Eh bien, figurez-vous, ils m'ont sorti le même plan que moi. Là, je n'en suis pas encore revenu. Et pourtant, c'est un domaine que je pensais maîtriser, mais là, pas du tout. Bref, la résurgence du phénomène impérial au XXIe siècle, c'est quelque chose qui est maintenant admis, mais c'est quelque chose
qui n'est pas exactement l'empire tel que nous l'avons appris à l'école. Alors il y a encore des empires du modèle antique, je pense, c'est-à-dire un empire géographique qui finit par imposer des valeurs communes. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de normes, des valeurs communes en matière de gouvernance, de religion, de culture, de langue, de droit, de commerce. Et là, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, c'est plutôt les États-Unis et la Chine. Mais il y a en réalité plusieurs autres sortes d'empires. Il y a des proto- ou des pseudo- ou des ex-empires. Là, je pense à la Russie, la Turquie, l'Iran. Il y a des empires virtuels, bien sûr, tels que Daesh ou l'État islamique, mais aussi des empires du type technologique. Je pense aux conglomérats chinois, au premier rang desquels TikTok, mais aussi Byte+. Les gens connaissent peu, mais c'est plus important en réalité que le groupe Meta, qui en fait partie. Meta, vous savez, c'est Facebook plus Instagram plus WhatsApp. Et je ne vous parle même pas d'Elon Musk, bien sûr, de la nébuleuse d'Elon Musk qui a manifestement une vocation impériale, au moins dans la tête de son fondateur. De même qu'il y a plusieurs versions d'empire, aujourd'hui, il y a aussi plusieurs types de forces. Vous avez la force visible. La force visible, elle est le plus souvent assez brutale. C'est celle de la police, c'est celle des militaires, c'est celle des mercenaires aussi, et c'est celle des milices. Elle peut être visible et subtile. Là, c'est vraiment la diplomatie quand elle est publique. Et puis, il y a des forces qui sont... Il y a un type de force qui est beaucoup plus discret. C'est la force de l'influence. C'est souvent ce qu'on appelle le soft power, mais je reviendrai tout à l'heure sur le soft power. C'est aussi le royaume des services étatiques. C'est aussi le royaume des officines privées plus ou moins manipulées par des États et donc plus ou moins indépendantes. Et puis il y a la force invisible, mais dont nous voyons les manifestations tous les jours. C'est celle de la guerre de l'information, de tout ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles, c'est les manipulations, c'est l'utilisation dévoyée de l'intelligence artificielle, telle qu'on a pu la voir sur une chaîne d'information privée française qui en direct s'est fait manipuler avec une fausse nouvelle quand même, à 1 heure de grande écoute. C'est ça, cette force invisible, c'est, pour faire un jeu de mots avec la guerre des étoiles, bien sûr, c'est un peu le côté sombre de la force. Mais, malgré tout, que ces forces soient visibles, qu'elles soient discrètes ou invisibles, elles s'appuient toutes, ces forces, sur un substrat qui est relativement brutal. La puissance pure, la puissance physique, la puissance matérielle, ce qui se traduit quand même le plus souvent par la présence d'une force militaire et surtout, ce que l'on oublie, l'absence d'inhibition quant à son emploi. Parce que des forces militaires qui ne servent à rien, ça existe, mais toutes les armées en Lego, ça n'est pas très très pratique. Vous le savez, nous sommes entrés dans un monde de compétition armée. Mais cette compétition armée, elle n'est plus seulement militaire aujourd'hui, elle est économique, elle est cognitive. Et le modèle impérial contemporain ne s'appuie donc plus autant qu'avant sur la conquête, sur l'administration qui était en général directe, sur l'exploitation économique des périphéries, je pense aux colonies bien sûr, et sur le caractère captif des marchés locaux. Il utilise beaucoup plus aujourd'hui ce que j'appellerais une coercition de velours, un peu comme une main de fer dans un gant de velours. Il s'agit bien de coercition, malgré tout, c'est-à-dire d'obtenir l'effet recherché par la menace. Par la menace essentiellement psychologique, mais par la menace. Alors on joue sur les chaînes de dépendance économique, sur la possession ou la gestion d'infrastructures numériques, et pas seulement les câbles, mais aussi les data centers, leur localisation, sur l'extraterritorialité du droit, j'y reviendrai tout à l'heure, et on pense tout de suite aux États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis qui jouent là-dessus, même si ça nous a coûté à nous, Européens, des dizaines de milliards, et à une banque française plus de 10 milliards, sur les réseaux financiers, sur l'influence académique et culturelle qui est en développement et dont le développement n'a en général pas beaucoup de rapport avec la taille du pays concerné. Bien sûr, sur le soutien à la recherche et aux chercheurs, on pourra en parler si vous le souhaitez, sur la dépendance actuelle à l'IA américaine, alors que l'essentiel des chercheurs sont européens, et pour près de la moitié d'entre eux, ils sont français, c'est quand même intéressant. Sur l'avance technologique subie, mais n'oublions pas, une avance technologique, c'est très fugace.
ça ne dure qu'un temps. Attendez la génération de matériel suivant et vous pouvez tout perdre. Donc, ne nous affolons pas trop non plus là-dessus, quand même. Et enfin, je dirais, last but not least, pardonnez-moi cet anglicisme, la création sur l'écriture, voire sur la réécriture d'un roman national, hein, ou d'un roman impérial. Alors ça, on le voit très bien avec la façon dont la Russie présente les opérations en Ukraine à sa population, mais on le voit aussi en Chine, sur l'affaire de la mer de Chine méridionale. On le voit également sur ce qui se passe en Afrique, pas mal. Donc il faut quand même un peu faire attention à tout ça, parce qu'on parle d'hégémonie, on parle d'empire informel, bien sûr, on parle de sphère d'influence, on parle de puissance systémique. Systémique, c'est-à-dire en réalité, c'est fait de briques et de brocs, et on trouve une espèce de martingale qui vous permet de relier chacun des points. Alors quels sont, regardons un peu plus dans le détail, les grands pôles impériaux contemporains. Je vais évidemment commencer par les États-Unis, et j'avais d'abord baptisé ce petit paragraphe de l'hyperpuissance à la superpuissance. Oui, ils ne sont plus hyperpuissants, contrairement à ce qu'ils voudraient croire. Ils sont restés superpuissants, ça oui, comparé à nous, ça me paraît assez évident, mais surtout ils sont en compétition et c'est bien ce qui les embête. Et donc l'interrogation actuelle, c'est combien de temps vont-ils préserver leur prééminence? Ils sont bien sûr en ce moment numéro 1. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas dans 10 ou 15 ans. On a plutôt l'impression d'avoir affaire, vous savez, vous connaissez l'histoire qui était une histoire de l'armée de terre, il faut un muscle et 2 cerveaux. Leur comportement à l'heure actuelle fait plutôt penser à ça qu'à un cerveau et 2 muscles. Il y a plus d'un siècle, c'était Theodore Roosevelt, président des États-Unis, au tout début du siècle, qui, face à la guerre américano-espagnole, disait « Parlez doucement mais avec un grand bâton, speak softly but carry a big stick ». Le titulaire aujourd'hui de la Maison-Blanche n'utilise pas vraiment ça, il utilise plutôt un autre dicton anglo-saxon qui est « la force fait le droit », avec un jeu de mots et un jeu de prononciation anglais qui est « might makes right ». Et c'est exactement ce qu'il fait, ce qu'il essaie de faire, avec des succès très partiels si on regarde du côté de l'Iran. Évidemment, aujourd'hui, les États-Unis restent ce qu'il y a de plus proche d'un empire complètement global. Ce sont des grands adeptes du pouvoir dur, du hard power, c'est-à-dire la contrainte ouverte, publique. Leur puissance militaire, leur poids économique bien sûr, mais aussi le roi dollar, mais aussi, et ça c'est du hard power, mais aussi leurs droits. Le seul fait d'utiliser le mot dollar à l'intérieur d'un contrat vous rend susceptible d'être traîné devant n'importe quel tribunal américain, même si vous avez signé au fin fond des Fidji, dans un endroit où on ne parle que maori. Donc il faut quand même le savoir. Évidemment, comme tout empire qui se respecte, les États-Unis, et ça n'est pas lié à la personnalité du président Trump, même si ça le rend encore plus désagréable, grossier, brutal, tout ce qu'on veut, il n'hésite pas à utiliser toutes les armes non militaires imaginables. Alors ça va des sanctions financières, bien sûr, mais des règles d'exportation pour les matériels dont ils ont décidé que c'était à double usage. Et je vais vous juste citer un exemple qui date du début des années 2000. Dassault, comme vous le savez, fait des avions, des biréacteurs et des triréacteurs d'affaires, et était en train de signer un contrat avec le gouvernement polonais pour lui vendre plusieurs avions, c'était des Falcon 50. Eh bien, comme la roulette de nez provenait du même fournisseur que le train d'atterrissage principal de l'avion F-16, il fallait que Dassault demande l'autorisation au Pentagone. Le Pentagone a refusé l'autorisation, évidemment, et 3 mois après, Gulfstream, fabricant concurrent américain, remportait le contrat avec le gouvernement polonais. Si ce n'est pas de la coercition, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est pour vous donner, si vous voulez, un exemple vécu, là pour le coup, parce que j'avais eu à le traiter auprès de Jacques Chirac en 2002-2003, de ce par où ça peut passer, c'est quand même assez impressionnant. Alors évidemment, je vous ai parlé du dollar, vous savez aussi qu'il y a malgré tout encore aujourd'hui une domination cyber et spatiale majeure, même si ça n'est pas
une hégémonie absolue. Ils utilisent en plus du hard power le soft power, ça c'est leur capacité d'attraction, ce sont bien sûr les universités, c'est aussi le cinéma, c'est la culture américaine dans l'imaginaire collectif, ce sont bien sûr les plateformes numériques actuelles. Bon, je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps. Ils n'avaient pas vu, par exemple, monter en puissance aussi bien TikTok que des réseaux concurrents et étrangers comme VKontakte, par exemple, en Russie. Finalement, on pourrait décrire le modèle américain comme une espèce d'empilement de réseaux. Il y a un réseau des normes américaines, il y a un réseau financier, ça c'est évident, il y a une espèce de réseau technologique, même si, à mon avis, il est quand même en perte de vitesse. Il y a un réseau culturel que je viens d'évoquer, et puis il y a un réseau sécuritaire, c'est passer une alliance avec moi, je vais vous défendre. Bon, ce que fait Trump en ce moment incite plutôt les pays à se méfier de ces alliances annoncées urbi et orbi et qui ne sont suivies d'à peu près aucun effet. Parce que cet empilement de réseau est fragilisé par la politique du titulaire actuel de la Maison-Blanche. Vous me direz, il en a encore pour 2 ans seulement. Mais son successeur aura beaucoup de mal à remonter la pente. Nous, Européens, nous avons un peu de mal à en tirer les conséquences, tellement la peur du vide et de l'inconnu nous contraint. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous parlerai d'un sujet qui m'est cher. Ne nous y trompons pas, il y a quand même 3 grandes faiblesses américaines. On le voit tous les jours. Leur méconnaissance de l'histoire, avec un H majuscule. S'ils avaient un peu mieux connu l'histoire de l'Iran, je ne sais pas s'ils auraient attaqué ou pas, mais je suis sûr qu'ils n'auraient pas négocié comme ils l'ont fait. Méconnaissance de l'histoire. Et ça, c'est typique. Leur messianisme conquérant. Le nouveau peuple élu, ça date des Pilgrim Fathers, et ça a donné, alors souvenez-vous, c'était W. Bush qui voulait faire du nation building en Irak puis en Afghanistan, alors que les Français se faisaient pourrir par le reste du monde pour dire c'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Et puis leur dernière faiblesse, surtout face à des peuples asiatiques qui ont quelques milliers d'années de civilisation derrière eux, leur impatience. Leur impatience. Ils ne savent pas laisser, comme disait un président de la République française, du temps au temps. Le deuxième empire dont je vais vous parler, c'est évidemment la Chine. Elle est deuxième par sa taille, elle est deuxième par sa puissance que je qualifierais de technico-commerciale. Elle utilise bien sûr le hard power. Premier exemple, elle se militarise, ou plus exactement, elle augmente son outil militaire, la taille de son outil militaire à très grande vitesse. Un exemple, elle construit tous les 3 ans l'équivalent de toute la marine française. Tous les 3 ans. C'est-à-dire à peu près 100 000 tonnes tous les 3 ans. C'est quand même pas mal. 100 000 tonnes de navires de combat, hein, de gros navires. Je ne vous parle pas des petites flottilles. Tout ça, c'est essentiellement destiné au contrôle du commerce. Et le commerce mondial, 90% du commerce mondial passe par la voie des mers. Savez-vous qu'en Europe, 70% du commerce intra-Union européenne passe par la voie des mers? 70%. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais pour aller du Danemark à Gênes, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher de passer par Gibraltar. Et donc celui qui contrôle les mers contrôle pas mal de choses. Donc la mer de Chine méridionale, mais bien sûr aussi Taïwan. Comme vous le savez, ils ont bien sûr des cybercapacités tout à fait impressionnantes, et ils sont devenus extrêmement bons en plus dans l'intelligence artificielle. Et puis ils ont une politique d'infrastructure mondiale. Moi j'appelle ça du hard power parce que c'est tangible. C'est les nouvelles routes de la soie, c'est la construction de ports dans des endroits quelquefois improbables, c'est l'achat complet de ports. Il y a quelques années, ils avaient acheté le port du Pirée, par exemple, en Grèce. Vous me direz, un port, ça ne se déménage pas, c'est bien. Ils ont voulu faire la même chose en Italie, et au bout de 5 ans, les Italiens, qui s'étaient quand même fait franchement taper sur les doigts par le reste de l'Europe, après l'exemple du Pirée, les Italiens ont dénoncé la convention d'achat. Et que croyez-vous qu'il leur arriva? Rien. Donc les Chinois aussi, on est capable malgré tout de les contrôler. Même si ils n'utilisent pas que le hard power, ils ont le soft power. Alors de manière assez classique, c'est la séduction des grands médias internationaux. C'est le développement particulièrement rapide des instituts Confucius. Vous savez, leurs instituts culturels, c'est beaucoup plus que l'Alliance française.
C'est une politique globale et concertée d'investissement absolument partout, en Afrique en particulier, mais pas seulement en Afrique, en Amérique du Sud. Et c'est une diplomatie économique. Là encore, avec des résultats mitigés malgré tout, y compris en Afrique, parce que si, contrairement aux Américains, les Chinois ont la patience, de temps en temps, ils ont quand même des gros sabots. Et comme ils sont d'un racisme invraisemblable vis-à-vis des Noirs, ça finit par se savoir et être compris par les peuples africains. Ils ont des objectifs qui sont multiples, mais qui sont faciles à comprendre. Sécuriser leurs approvisionnements, y compris dans le domaine agricole. Vous savez qu'ils ont 15% de la population mondiale, mais seulement 10% des terres arables du globe. Donc on voit bien qu'il y a un problème quelque part. Ils veulent créer des dépendances vis-à-vis d'eux-mêmes, et ils essaient d'étendre leur influence en faisant de Pékin le centre du monde. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient, au XIVe siècle, brûlé la totalité de leurs navires de plus de 10 mètres, puisqu'ils estimaient qu'ils étaient le centre du monde, donc c'était au monde de venir à eux. Ça s'est arrêté avec Deng Xiaoping, donc en 1979. Au total, malgré tout, ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'il y a une espèce d'alliage très étrange, un alliage qui est formé par un contrôle politique incroyable de la population, un capitalisme dont la sauvagerie n'a rien à envier au monde anglo-saxon, un nationalisme extrêmement revanchard sur l'histoire. Ils ne nous ont toujours pas pardonné, à nous, Européens, surtout aux Anglais, mais un peu moins aux Français, les guerres de l'opium et l'introduction par les Britanniques de l'opium en Chine, qui n'existait pas. Cet étrange alliage, malgré tout, c'est pas franchement une garantie de réussite, parce qu'ils ont quelques faiblesses. La première, qui est la plus connue, c'est une population qui vieillit et une pyramide démographique la tête en bas. La deuxième, c'est qu'il y a une espèce de pacte entre le Parti communiste chinois et la population qui est: je vous garantis un niveau de vie en augmentation constante et un certain confort social, je vous le garantis, et vous me foutez la paix avec vos libertés individuelles. Sauf que pour garantir cette augmentation régulière, il leur faut une croissance d'au minimum 3% par an. Et ils ont énormément de mal à l'obtenir à l'heure actuelle. Et comme par ailleurs, la retraite est à 60 ans, ils ne peuvent pas retarder l'âge de la retraite parce que ce serait rompre le pacte qu'ils ont passé. Ils sont face à un problème très difficilement soluble. Et la question qui se pose finalement pour eux, c'est: seront-ils vieux avant d'être riches? Donc, tout ça pour vous dire que le pire n'est pas sûr. Le pire n'est jamais sûr. Dieu merci, nous sommes des êtres humains. Ils ont un rêve de puissance civilisationnelle, de puissance technologique. Je pense que ça peut se révéler finalement un leurre pour eux. Et en tout cas, nous laisser, nous, Européens, quand je dis nous, c'est bien les Européens, les habitants du continent Europe, une porte de sortie. En plus, ils ont un problème avec... Ils sont très forts en IA parce que l'IA n'invente rien. L'IA ne fait pas de rupture. Et le confucianisme, dont ils se réclament absolument ouvertement, c'est la religion, si j'ose dire, de l'harmonie. Mais face à une révolution technologique qui peut toujours se produire, là, ils sont toujours déstabilisés. Donc, ils auraient un problème. Troisième empire dont je vais vous parler, c'est un ex-empire qui se prend toujours pour un empire, ce que j'appelle un pseudo-empire. C'est évidemment la Russie. La Russie d'aujourd'hui, elle est à la recherche de la grandeur perdue de l'URSS. Elle est trompée par sa propre analyse de la Russie impériale pré-révolution d'octobre. Elle a un poids économique particulièrement réduit. Je vous rappelle qu'elle a juste un PIB inférieur à celui de l'Espagne, pour 145 millions d'habitants, c'est-à-dire exactement 2 fois plus d'habitants que la France ou que la Grande-Bretagne. Et pourtant, en matière de hard power, elle dispose encore d'un arsenal nucléaire, ça elle nous l'a fait savoir à satiété, et les médias européens, mais français particulièrement, se sont précipités en voulant faire peur au bon peuple. Et Poutine nous menace de l'arme nucléaire. Non, rien du tout, quand on lit réellement ses discours. Il a juste fait, là, pour le coup, de la subtile désinformation, et nos journalistes et nos commentateurs sont à peu près tous, au moins à 95%,
tomber dans le panneau. Dieu merci, pas nos hommes politiques. Mais ça a impressionné les foules, ça a fait parler. Mais son hard power, contrairement à leurs espérances, leurs armées, les armées russes piétinent, et pas qu'un peu. Les mercenaires, donc les proxys, eux, se font virer du Mali d'une façon franchement humiliante pour des gens qui sont censés être des professionnels de la guerre, de l'Ukraine au Sahel et jusqu'en Syrie. Et puis quand l'Iran se fait attaquer, ils sont incapables d'aider les Iraniens alors qu'ils sont censés avoir passé un accord absolument historique. Ceci étant dit, il y a des vieux relents d'histoire entre l'Iran, j'y reviendrai tout à l'heure, et la Russie. Donc son hard power diminue. Par contre, son soft power reste absolument considérable. Comme d'habitude, il y a toujours des idiots utiles. Il y a des idiots utiles pour les Chinois, il y a des idiots utiles pour Poutine. Je vous parlerai tout à l'heure des idiots utiles pour Daesh et si vous le voulez, et l'État islamique. Mais il y a pas mal d'idiots utiles, y compris dans les médias internationaux. Il y a des réseaux d'influence, ils sont encore assez bons pour attaquer. Il y a bien sûr une certaine influence religieuse, il ne faut quand même pas exagérer. Je sais que Moscou se prend pour la troisième Rome, mais l'orthodoxie russe, ce n'est que la moitié du monde catholique orthodoxe. C'est pas la totalité, donc il ne faut pas se tromper. Et aller expliquer au patriarche de Constantinople que le vrai patriarche est à Moscou, là, je pense que vous allez vous faire disputer assez violemment. Et puis, ils ont un discours anti-occidental qui est quand même rodé à peu près sans interruption depuis la révolution de 1917. Alors ça, ils sont très très forts. Et comme ils ont passé leur vie, au moins depuis Ivan le Terrible, à osciller entre slavophilie et europhilie, ils sont en ce moment depuis quelques années, disons depuis 2008, dans une phase slavophile. De 91 à 2008, ils étaient dans une phase europhile. Vous remarquerez que c'est Poutine qui a changé, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il va falloir quand même qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Je pense qu'ils en sont capables. Là où leur soft power est le plus difficile, c'est là où il est invisible, c'est qu'ils ont conservé un savoir-faire exceptionnel en matière de désinformation. Alors ça date du tsar. La désinformation, ça date du tsar. Pour ceux qui s'y sont un peu intéressés, le faux absolu qui était le protocole des sages de Sion, c'était une écriture des services secrets tsaristes. C'était pour alimenter l'antisémitisme au tournant du siècle dernier. Donc ils n'ont pas arrêté. Ils font des actions de déstabilisation. Alors ça va sur les mosquées, ça va sur les églises, pour ridiculiser les pouvoirs, pour exciter les communautés religieuses les unes contre les autres. Ils sont évidemment les rois du compromat, la compromission, et ça, y compris en France, nous en avons été victimes. Et puis je n'oublie pas bien sûr, et ça fait plus de 10 ans qu'ils interviennent en France, ils ont commencé il y a plus de 10 ans, leur décrédibilisation des partis politiques. La campagne 2016-2017 présidentielle, la campagne d'Emmanuel Macron a été totalement impactée, ça maintenant c'est je dirais du domaine public, par les services russes. On sait qu'en ce moment ils sont en train d'essayer d'impacter, pour d'autres raisons, Mélenchon, la campagne de Mélenchon, et donc ils ont voulu intervenir aux États-Unis, ils ont voulu intervenir, ils sont sans doute intervenus en Grande-Bretagne, ils sont intervenus, ça on en est sûr, très récemment, en Allemagne, mais aussi en Hongrie, en Roumanie. Et ils n'ont pas gagné partout. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils font donc, si vous voulez, une espèce de stratégie hybride qui est complètement assumée. Leur objectif, c'est toujours le même. C'est comme ils sont petits, pour exister, il faut que leurs compétiteurs, pour ne pas dire leurs adversaires, soient déstabilisés, soient fragmentés et puis s'épuisent. C'est assez bête. Mais, je vous l'ai dit, la Russie, elle est faible. Elle a une démographie très mauvaise, elle a une espérance de vie en baisse. Ils ont perdu 10 ans d'espérance de vie depuis la chute de l'URSS, depuis l'implosion de l'URSS. C'est quand même phénoménal. Ils sont 145 millions d'habitants. Ils ont un vrai problème. Il y a l'apparition, ils ont plus d'1 million de vingtenaires, je ne sais pas si le mot existe, et trentenaires, qui ont quitté la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Or, c'était en général des gens très éduqués, avec des diplômes. C'était ceux qui pouvaient faire évoluer l'économie. Ils sont partis et je ne pense pas qu'ils reviennent rapidement.
le peuple commence à manifestement en avoir un peu assez, même si c'est encore insuffisant pour renverser quoi que ce soit, des privations liées à la guerre d'Ukraine. Et puis surtout, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'être vassalisés petit à petit par la Chine. La Chine a son temps, mais ils sont en train d'être vassalisés par la Chine. Autre ancien empire, qui est maintenant peut-être plus virtuel que réel, mais quand même important, eh bien c'est l'Iran. L'Iran, qui existe depuis 2500 ans comme empire, suscite toujours un imaginaire extrêmement puissant. Alors aujourd'hui, il est basé il était basé jusqu'il y a quelques jours essentiellement sur la religion, mais les mollahs avaient utilisé le chiisme à la fois comme une revanche sur les Arabes. Vous savez que les Perses ont été envahis par les Arabes et que les Persans, c'était des Perses islamisés. Les Arabes, qui sont majoritairement sunnites, ils voulaient prendre une revanche également sur les Européens au sens large, Russie inclus, puisque l'Iran, jusque dans les années 50, a été... Enfin, tout le 18e, 19e et jusque dans les années 50, c'était l'objet de ce que les puissances occidentales appelaient le grand jeu. C'était le jeu entre l'Empire russe, qui voulait un accès aux mers chaudes direct, et la Grande-Bretagne, qui, elle, voulait contrôler les terres sans interruption jusqu'au Radj, donc de la Méditerranée à l'Inde, et donc jusqu'au Pakistan d'aujourd'hui. Et ils en ont été victimes. Le renversement de Mossadegh, c'est ça. Et l'arrivée le retour de la dynastie Pahlavi, c'est exactement ça. Il n'en reste pas moins qu'ils ont, et ils le prouvent en ce moment, avec l'incroyable victoire stratégique qu'ils remportent en ce moment même sur les États-Unis, il leur reste un savoir-faire diplomatique incroyablement puissant, une capacité d'analyse, une finesse d'analyse formidable. Alors évidemment, pour nous, c'est juste pas les objectifs qu'on voudrait qu'ils aient, mais techniquement, si vous voulez, on est quand même obligé d'admirer. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'attaque du 28 février, on est passé d'une dictature qui était militaro-théocratique à une simple dictature, si j'ose dire, une vulgaire dictature sécuritaire. C'est pas une bonne nouvelle du tout pour le peuple iranien, qui va encore souffrir pendant quelques années, mais d'une certaine façon, c'est quand même déjà plus simple à faire tomber. Il n'y a plus qu'un seul pilier, il n'y a pas deux piliers. Bon, c'est... Alors comme en plus, même si je ne devrais pas le dire, mais l'affaiblissement du Hamas et du Hezbollah, c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. Je ne parle pas de la façon d'y arriver, ça c'est un autre débat bien sûr, mais objectivement, s'ils perdent leur proxy au Liban, comme dans la bande de Gaza, ça fera du bien à tout le monde. Autre empire dont la résurgence a été tentée et n'a pas réussi, c'est la Turquie, l'Empire ottoman. Erdogan, il est à la recherche d'un monde perdu. Alors contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas vraiment un allié des frères musulmans. Il est pour un islam politique, il est contre le kémalisme, contre l'aspect laïque du kémalisme, il est pour le retour, il a essayé de recréer un ensemble turcophone. Vous savez que le monde turcophone, il va jusqu'au Ouïghour, jusqu'au Xinjiang, et il traverse tous les stans. Bien sûr le Caucase, mais tous les stans. Et à l'ouest, il se termine en Anatolie. Bon, ça n'a pas très bien marché. Donc il est en train d'utiliser pas mal de soft power, essentiellement d'ailleurs à base d'investissements économiques, pas trop religieux, même s'ils mettent quelques mosquées, dans le monde en Afrique noire. On ne devrait plus dire Afrique noire, pardonnez-moi, en Afrique subsaharienne. Mais ils ont encore pas mal d'influence. Ils conservent une influence, mais sont regardés avec beaucoup de méfiance au Moyen-Orient. Vous savez que tout le Moyen-Orient a été occupé par l'Empire ottoman, sauf un seul État. Les gens le savent peu. Bahreïn n'a jamais été occupé par les Turcs. Et c'est le seul pays de toute la zone. Bahreïn. Quand même marrant. Un tout petit truc, là. Je trouve que nous ne nous occupons pas suffisamment de la Turquie. Il ne s'agit pas de les faire rentrer dans l'Europe, mais il faut mieux les connaître, ne serait-ce que pour les contrer quand Erdogan va un peu trop loin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, comme stratégiste, si vous voulez, je considère que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc après, je regarde un peu ce qui se passe. Mais franchement, on devrait faire beaucoup plus attention à eux, de temps en temps les écouter, de temps en temps les claquer et de temps en temps coopérer avec eux. Un empire dont on ne parle pas,
là, pour le coup, je n'ai, pour l'instant, dans les étranges lucarnes, sur ces chaînes d'information télévisée à logorée ininterrompue, je n'ai jamais entendu qui que ce soit me parler de l'Inde. Sauf que l'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants, face à 1,250 milliard de Chinois. L'Inde, on appelle ça la plus grande démocratie du monde. Bon, moi je veux bien, mais ça veut dire vraiment qu'on ne met plus la même chose dans le terme démocratie. Mais malgré tout, c'est un autre régime, ça n'est pas non plus réellement une dictature, c'est un pouvoir fort, ça je vous l'accorde. C'est un pays bourré d'ingénieurs de toutes parts. Demandez, il y a plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs de Capgemini en Inde. Donc ils ne sont pas mauvais. Ils ont des capacités industrielles. Alors ils sont connus en Europe parce que certains ont repris des aciéries, parce que d'autres ont fait 2 ou 3 choses, mais parce qu'ils ont racheté aussi des usines de voitures. Mais c'est un pays intéressant. C'est un pays qui essaie d'obtenir du hard power, qui pour l'instant n'en a pas, donc il s'arme. Il s'arme pourquoi ? Parce qu'il veut contrôler l'océan Indien. Il veut tellement le contrôler, pendant longtemps, il a empêché la France de rentrer dans ce qui s'appelle la Commission de l'océan Indien, qui était l'Assemblée des États riverains, comme nous sommes à La Réunion, mine de rien. Ils veulent contrôler les routes maritimes. Ils ont évidemment un ennemi, je dirais, structurel, qui date de 1948, c'est le Pakistan. Mais ils ont surtout un ennemi qui les gêne beaucoup plus, c'est la Chine. Et c'est le contrôle de l'Himalaya. L'Himalaya, c'est le réservoir d'eau de l'Asie. Donc celui qui contrôle l'Himalaya contrôle l'eau. Et nous savons tous que l'eau douce est devenue un vrai sujet de préoccupation pour l'ensemble du monde, et pas seulement par des canicules comme celle-ci. Et certains jours, je me dis que je ne suis pas sûr que les 8800 mètres d'altitude de l'Everest suffisent à empêcher un conflit. Alors, entre la Chine et l'Inde, ça restera de basse intensité parce qu'il s'agit de 2 puissances nucléaires, donc ils ne voudront pas aller trop loin. C'est au moins ça l'avantage de la possession de l'arme nucléaire. Mais il y a en moyenne 50 morts par an dans l'Himalaya. L'an dernier, il y en a eu 57 en une demi-journée à 5000 mètres d'altitude. Des soldats chinois, je ne sais pas qui a commencé, se sont battus avec des soldats indiens et ils se sont tués. Pour éviter que ça aille trop loin, ils n'ont pas d'armes létales. Vous voyez, ils ont des bâtons. Ils se sont tués à coups de bâton. Pas d'armes à feu. Pour vous dire que c'est juste... il faut un peu s'en méfier. L'Inde a un soft power. Pour l'instant, elle l'étend sur tout le pourtour de l'océan Indien. Ils sont extrêmement présents pour des raisons d'immigration à Maurice. Le Premier ministre est d'origine indienne. Ils sont très présents aux Seychelles. Même chose. Ils sont très présents, les gens le savent moins, en Afrique du Sud. Durban est une ville à majorité indienne depuis longtemps. C'est pas depuis l'indépendance de l'Afrique du Sud. Durban était une ville de migration indienne déjà sous l'Empire britannique. Et puis là, ils construisent des bateaux, ils construisent des sous-marins, ils construisent des porte-avions. Ils nous achètent d'ailleurs des avions pour mettre sur leurs porte-avions, donc on ne va pas se plaindre. Ils ne s'entendent pas très très bien avec les Chinois. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc quand Ceylan signe un accord avec les Chinois, ça les énerve. Enfin, ils regardent la Birmanie en faisant très attention, parce que c'est une voie d'accès vers le ventre mou de la Chine. Donc nous oublions de citer l'Inde, qui en plus a un pouvoir d'attraction, y compris culturel et religieux, pour d'autres raisons, mais ça vous les connaissez aussi bien que moi. En plus, ils ont une structure démographique qui, elle, est saine, c'est-à-dire qu'ils ont une pyramide qui a une forme normale. Une pyramide démographique. Ils commencent à peu près à pouvoir contrôler leur naissance, mais ils sont, j'ai oublié de vous dire, ils sont très implantés, vous savez où ? À Oman. Vous savez, les Omanais ont tous un turban qui vient du pays chic. Ils ne s'approvisionnent que là. Et donc, les Indiens interviennent même dans la péninsule arabique. Ça, c'est du vrai soft power. C'est plutôt anecdotique, quelque part, mais quand même. Un empire virtuel, je vous ai cité les ONG islamistes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez tous entendu parler de Daesh, vous avez tous entendu parler de l'État islamique. Ce qui les alimente, c'est qu'ils sont capables de raconter un discours, de présenter un discours qui fait rêver.
C'est l'exclusion, alors ils insistent sur l'exclusion évidemment des gens, ce sont les injustices, c'est la misère qui sont un peu les terreaux sur lesquels ils prolifèrent, et puis c'est bien sûr également l'absence d'éducation. On le voit bien, malheureusement c'est pas près de s'arrêter, ça ne représente pas énormément de monde à l'échelle de la planète. Entre quelques et plusieurs dizaines de milliers de personnes, au grand maximum, ramené à 9 milliards d'êtres humains, c'est rien du tout, mais nous savons tous les dégâts que ça peut faire et surtout le climat de terreur et le climat de suspicion. C'est pour ça que je les mentionne, parce que c'est un irritant dont la durée de latence est quand même extrêmement importante. Alors c'est évidemment... c'est l'influence religieuse, c'est une volonté hégémonique, c'est eux aussi une espèce de côté messianique, qui ont transformé ces organisations, qui sont littéralement des ONG, en empire spirituel, mais c'est vraiment pour notre plus grand malheur. La difficulté que nous avons, nous tous, sans exception, quels que soient nos régimes, c'est que pour lutter contre ces ONG, et on l'a fait en Afghanistan, le problème, c'est que le dérapage n'est jamais très loin. Et ça peut mal se terminer, et ça s'est mal terminé en Afghanistan, pour nous, comme pour les malheureux Afghans. Avant-dernier chapitre, les GAFAM, les autres équivalents. Ces nébuleuses technologiques, ne pas les mentionner, ce serait oublier quelque chose, parce que leurs patrons sont en général, pas tous, dotés d'un ego tellement surdimensionné qu'ils ont envie de nous faire avaler à peu près tout et n'importe quoi. Ils font des déclarations que moi je trouve aussi absurdes qu'inquiétantes. Ça va depuis la grande migration vers Mars jusqu'aux implants neuronaux dès la naissance. Et quand le crâne grandit, que fait l'implant? Il grandit aussi. Enfin, je sais pas. Je pose des questions stupides, mais c'est volontaire. Le rêve transhumanisme, les promesses qu'ils nous font sur l'intelligence artificielle, en oubliant des petites choses. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un tournant majeur. C'est un outil extraordinaire, exceptionnel. Mais il y a des choses que ça ne peut pas faire. Je vais juste vous donner un exemple. Pensez-vous que l'intelligence artificielle, avec toutes les données qu'on lui aurait rentrées et en s'arrêtant en 1905, aurait été capable d'inventer le cubisme? La réponse est non. L'intelligence artificielle ne crée pas. L'intelligence artificielle vous fait de nouveaux mélanges à partir des données existantes dont elle a été nourrie. Donc ça peut vous donner des idées nouvelles, ça je suis d'accord. Mais la création pure, la rupture, vous croyez que l'intelligence artificielle aurait créé la musique dodécaphonique dans les années 20 ? Bien sûr que non. Pas possible. Avant, c'est de la musique symphonique dite classique. Et d'un seul coup, paf, on change la gamme. Non. Il y a plein de choses comme ça. Donc, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Il nous reste notre créativité. Et ça, au contraire, ça peut nous aider. Parce que si ça nous évite des tâches répétitives, c'est plutôt pas mal. Mais voilà. Donc, quand j'entends ces patrons m'expliquer ça, je me dis, non, mais ils rigolent. Et donc, en plus, ils finissent par faire peur, à tel point que maintenant, on assiste dans les sondages, d'après les instituts de sondage, à un renversement de tendance. Les jeunes ont peur de l'intelligence artificielle. C'est quand même dingue, alors que ça peut être un outil formidable dans certains domaines, y compris la médecine. Il y a un professeur de médecine devant moi, là, on pourra lui poser la question tout à l'heure. Et pour une fois, je tiens à le préciser parce que c'est suffisamment rare, c'est l'Europe et c'est l'Union européenne, plus précisément, qui est en pointe dans le développement contrôlé de tous les outils. L'intelligence artificielle, il faut lui donner un cadre pour ses dirigeants, certains en ont vraiment besoin, et un cadre pour son développement. Pour une fois que c'est l'UE qui le fait, ne boudons pas notre plaisir, c'est suffisamment rare que nous soyons en avance. Justement, je viens de vous mentionner l'UE, et donc je vais terminer par eux. Je pourrais appeler cette petite partie le cas particulier de l'Union européenne, ou bien le presque-empire qui refusait de l'être, quitte à en mourir. Évidemment, ce n'est pas un empire classique, ça je ne vais pas vous le dire.
C'est même pas un proto-empire ou un pseudo-empire. Pourtant, l'Europe, en général, et l'Union européenne en particulier, exerce une influence assez considérable dans un certain nombre de domaines. Mais elle ne possède aucun pouvoir dur, aucun hard power, ne serait-ce que parce que ses pères fondateurs l'ont refusé, avaient en sainte horreur toute idée de puissance et avaient décidé, sciemment, de se réfugier derrière le grand frère américain. Alors évidemment, à chaque fois que les Américains utilisaient le hard power, eux baissaient pudiquement les yeux. Sauf que nous avons vu, les Français depuis 1943 le savaient, on en avait eu la preuve en 1956, on l'a revécu en 58, puis en 66, puis un certain nombre de fois. Nous savions que les Américains ne sont pas forcément d'une immense fiabilité. Alors pour la France, ce n'est pas une découverte, mais pour les autres pays de l'Union européenne, là, c'est une catastrophe. Ils se retrouvent un peu comme une poule devant un péage d'autoroute, ils ne savent pas quoi faire. Bon. Alors la force principale, malgré tout, de l'Union européenne, c'est son soft power, essentiellement normatif et réglementaire. Et là, de temps en temps, elle va trop loin, je crois que nous en sommes tous d'accord, mais elle a quand même fait avancer les choses. Elle nous a protégés d'un certain nombre d'excès, et au moins conservant ça, à défaut de pouvoir la transformer. Parce que si nous ne bougeons pas, quel est le choix que nous avons, nous, habitants de l'Europe? Une vassalisation, et le choix il est binaire, hein. Vassalisation vis-à-vis des États-Unis ou colonisation économique par la Chine. Vous remarquerez que je ne vous parle pas du tout de la Russie, je ne crois pas à la puissance russe. Mais ça, pendant les questions, on pourra y revenir, si vous voulez. Voilà, c'est le choix que nous avons à faire, hein, parce que la Russie, elle n'a pas la puissance économique, elle n'a pas la puissance industrielle, elle n'a pas la démographie pour imposer une quelconque volonté. Elle a de l'énergie, c'est pas mal, elle a des matières premières, c'est super bien, et elle a de l'espace. C'est vrai que nous, on est peut-être un peu encombrés. Sauf que, pas de chance, la Chine lorgne aussi dessus. Alors, est-ce qu'un jour, l'Union européenne sera capable de franchir le Rubicon de la puissance? C'est à vous, chacun, dans vos consciences, d'y répondre. J'ai ma propre réponse, mais je pense que vous l'avez deviné. Voilà. On arrive au terme. Je voudrais juste rappeler quelques fondamentaux qui sont désagréables à dire, mais il faut être lucide. Le hard power, ça repose sur la contrainte. Ben oui. Ça agit par la peur, par la menace, mais aussi ça attire par l'envie de gagner. Bon, il n'y a qu'à voir ce que c'est qu'un match au Parc des Princes ou au Stade de France. Le soft power, lui, il agit par la persuasion, mais aussi par le prestige que confère le fait de prendre des décisions que je qualifierais volontairement, et c'est un compliment, de raisonnables. C'est-à-dire qu'elles sont raisonnées, elles ne sont pas extrêmes, et elles essaient de préserver les intérêts de tous. Alors, la combinaison des deux s'appelle quelquefois le smart power, et en réalité, le smart power, ça combine la coercition, l'influence, l'information, l'économie, la technologie, et finalement, c'est un peu ce dont on a le plus besoin. Et c'est bien ce smart power qui va se décliner en stratégie hybride. Tout ce que je vous ai décrit, ce sont en réalité, je vous ai montré qu'ils avaient tous des stratégies hybrides, quasiment. Les stratégies hybrides, on en voit tous les jours les manifestations, ça va depuis les coupures de réseau électrique, au vol de données, aux fake news. La stratégie hybride, un exemple de stratégie hybride, on sait maintenant que c'est l'Ukraine, c'est l'explosion de Nord Stream, bien sûr. Il s'agissait d'assécher les finances, à terme, de la Russie. Alors, bon, je suis obligé de constater que le monde tend vers une structure multipolaire, qui sera conflictuelle, puisqu'il est multipolaire. Alors, regardons les choses en face, choisissons nous-mêmes notre avenir, parce que, pour nous, ce n'est pas une question de moyens. Nous, Européens, habitants de l'Europe, ce n'est pas une question de technologie. Nous n'avons pas de retard technologique. Ça, c'est faux. Alors, en plus, je baigne dedans un peu tous les jours. Franchement, non. C'est pas une question d'intelligence artificielle. 40% des chercheurs aux États-Unis en intelligence artificielle sont français. 40%.
70% des chercheurs en intelligence artificielle aux États-Unis sont européens. Et après ça, on serait en retard. S'il s'agit simplement de doubler le salaire, on est capable de les faire revenir. Hein. Et assez souvent, c'est pour ça. On a peut-être un peu trop de normes. Ça, c'est possible. Mais c'est à nous de regarder. C'est donc une question de volonté. Il nous suffit de l'avoir. Maintenant, je suis prêt à me livrer à vos questions. Je vous remercie. Merci cher Édouard. Je voudrais dire juste un premier sentiment. J'ai beaucoup appris de ce que tu as dit, de la situation internationale, de ces questions stratégiques qui sont très importantes et qui inquiètent aujourd'hui les populations. D'ailleurs, l'international intéresse de plus en plus, à juste titre, les Français comme les autres peuples. Mais imaginons qu'ici, nous soyons une agora et que nous représentons une société ouverte par rapport en opposition à la société fermée, c'est-à-dire les sociétés totalitaires, selon le clivage de Popper entre la société ouverte et la société fermée. Et face aux menaces, comme tu l'as signalé, qui sont protéiformes, militaires, économiques, technologiques, renseignements. Or, notre agora là, elle continue à réfléchir en termes de démocratie, le bien et le mal, le progrès et la régression, les avancées et les retards. En somme, nous sommes campés sur des valeurs universelles, mais qui sont bafouées partout. Est-ce que dans ce contexte-là, on pourra se défendre? Et comment se défendre? Alors, tu as avancé l'hypothèse d'un smart power, mais est-ce que les pays démocratiques sont prêts à prendre en considération ces menaces protéiformes, alors que nous constatons aujourd'hui que nous nous opposons, par exemple, à ces monstres, si je puis dire, totalitaires, sur la base de valeurs qui ne sont plus acceptées. Donc, que peut faire l'Europe par rapport à ça? D'autant plus que par rapport aux questions technologiques, de renseignement, etc., tu l'as souligné, on est tétanisé par les normes et les règles. Par exemple, il y a eu un rapport Draghi il y a 2 ans qui énonçait les conditions pour que l'Europe avance en se réindustrialisant, en essayant d'avoir une énergie moins chère pour développer nos capacités défensives et offensives. Et au bout de 2 ans, il ne s'est quasiment rien passé. Donc il y a là quelque chose qu'est-ce qui fait que l'Europe... Est-ce que l'Europe doit devenir un empire? Est-ce qu'elle doit accepter de changer de braquet ou d'avoir un nouveau paradigme stratégique? Je pense qu'il faut... J'aurais tendance à répondre que je ne nous vois pas devenir un empire, simplement parce que les 2000 ans d'histoire que nous avons, que nous partageons avec tous les pays d'Europe, montrent que personne n'a jamais accepté qu'il y ait un primus inter pares. Et l'empire, il y a un primus inter pares. Alors évidemment, les Français s'y voient, mais si on dit les Français, immédiatement les Allemands vont dire non mais ça va pas la tête, je vous parle pas, bon bref, on décline tout ça. Donc, être un empire au sens que j'ai décrit, ça me paraît difficile. La seule chose qui nous reste, du coup, c'est de changer de paradigme. Pour changer de paradigme, je vais y revenir, je pense qu'il faut 2 choses. La première, que enfin, nous partagions entre pays d'Europe une vision du monde. Il y a eu une tentative de livre blanc en 2005, sorti par l'Union européenne, qui était un excellent premier jet, depuis 2005, sans interruption, tous les ans. Il y a 2 ou 3 pays, et tous les ans il y a la France, qui proposent qu'on mette à jour le livre blanc. On n'a jamais réussi.
Ça veut dire que nous n'avons pas la même vision du monde. Alors je comprends bien qu'on n'a pas la même vision de l'URSS, pardonnez-moi, de Moscou quand on est à Riga ou quand on est à Londres ou à Madrid ou à Paris, bien sûr. Mais malgré tout, tant que nous ne partagerons pas la même vision du monde, nous ne serons même pas d'accord sur les priorités à accorder aux différentes menaces. Dans ces conditions, comment voulez-vous avoir une politique étrangère commune? Si vous n'avez pas de politique étrangère commune, vous êtes comme les Curiaces et non pas comme les Horaces. Donc on se fait découper. Quand vous êtes à Pékin et que vous voyez l'Europe géographique, 600 millions d'habitants, vous rigolez? Plus de 40 pays? Moi je suis à Pékin, 1,250 milliard d'habitants, un patron, une seule politique. Donc nous sommes éclatés. Alors ce que je vais dire est très très désagréable et c'est évidemment plus facile à dire pour un Français que pour un Luxembourgeois, que les petits laissent travailler les gros. D'abord. Et puis quand les gros seront mis d'accord, les petits pourront s'associer, non pas se faire dévorer, pas du tout. S'associer. Alors qui sont les gros en Europe? Il y en a 7. La Pologne, 40 millions d'habitants. L'Italie, 60 millions d'habitants. L'Espagne, 50 millions d'habitants. L'Allemagne, 80 millions d'habitants. Non, il y en a peut-être que 6. La France, 70 millions d'habitants. Le Royaume-Uni, 70 millions d'habitants. Si vous mettez ces 6 pays autour d'une table, je pense qu'on va attendre longtemps avant d'avoir un traité d'alliance. Par contre, il y a déjà un traité qui couvre tout ça, qui s'appelle le traité de Lancaster House, qui est franco-britannique, qui a été signé en 2010, qui ne dépend pas de l'Union européenne, qui ne dépend pas de l'OTAN, qui est le traité d'alliance le plus puissant que la France ait jamais signé. Et c'est la même chose pour le Royaume-Uni. Ce traité peut être décliné en franco-italien, en franco-britannico-italien, etc. Et donc, plutôt que de faire du multilatéral, ça ne marchera pas, faisons d'abord du bilatéral, puis du multibilatéral. Et je pense très, très sincèrement, je pense qu'on peut trouver des choses en commun, ne serait-ce que pour des raisons assez simples. Quand on a négocié le traité de Lancaster House avec les Britanniques, j'ai été l'un des 2 négociateurs français, ça a commencé en avril 2007, un mois avant l'élection présidentielle de 2007. Et ça s'est conclu en novembre 2010. Entre-temps, il y avait eu un changement de président en France et un changement de Premier ministre en Grande-Bretagne. On était passé de travailliste à conservateur. Et ça a continué, si vous voulez. Nous nous sommes aperçus que nous avions à peu près, quand je dis à peu près, quasiment, la même vision du monde. À 95%, on avait la même vision du monde. Les 5% restants, c'était la Special Relationship britannico-américaine, qui n'existe plus depuis longtemps, et le couple franco-allemand qui est mort lors de la chute du mur de Berlin, mais il n'y a que les Français qui ne l'ont pas encore compris. Mais c'était à peu près ça. Alors pourquoi est-ce que nous avions la même vision du monde? Ça, c'est intéressant. Eh bien, comparons les 2 pays, une histoire millénaire, à peu près, 1000 ans, 1200 ans pour la France, disons Charlemagne, un empire colonial, une taille de population à 1 ou 2 millions près équivalente, une puissance économique franchement équivalente, tous les 2 un siège de membre permanent du Conseil de sécurité et tous les 2 dotés de l'arme nucléaire. Et donc finalement une vision globale du monde qui était la même. C'est quand même assez intéressant. L'Espagne a eu un empire. Elle l'a perdu avant nous, si j'ose dire, mais elle a continué à raisonner. Alors il y a d'autres pays en Europe qui raisonnent large, je pense aux Pays-Bas et je pense au Portugal, pour la même raison. Parce qu'ils ont eu des possessions ou des colonies à l'autre bout du monde, ce qui les a obligés à réfléchir différemment et à avoir affaire à des cultures différentes. Donc, commençons par essayer de mettre les gros d'accord et vous verrez qu'à ce moment-là, les Luxembourgeois viendront s'y coller sans difficulté, les Belges aussi, les Danois, etc. Et puis après, essayons d'imaginer, on appelait ça l'Europe des nations, mais là je ne vais pas faire de politique, mais c'est donc un autre paradigme, à nous de l'inventer. Merci cher Édouard. Alors pour une précision simplement,
tu n'as pas évoqué parmi les empires le monde arabe. Mais en même temps, tu as dit une chose, tu as dit qu'il n'y avait pas d'empire en Europe parce qu'il n'y a pas de primus inter pares. Ça rejoint exactement ce que dit Samuel Huntington dans le clash des civilisations en disant qu'il n'y avait pas d'empire arabe parce qu'il n'y a aucun pays arabe actuellement qui pourrait entraîner les autres pays derrière lui. Est-ce que ça veut dire que l'empire arabe, c'est un tigre en papier ? Oui, c'est un tigre de papier. Nicolas Sarkozy avait essayé de contourner l'ensemble du problème en créant l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée, c'était assez amusant parce que ça partait de la Mauritanie, qui n'a pas beaucoup de côtes méditerranéennes, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça allait jusqu'à la péninsule arabique, incluse. Et l'Arabie Saoudite n'a pas vraiment non plus de côtes méditerranéennes. Ça n'a pas marché pour un certain nombre de raisons. L'une des raisons étant le fait que l'Algérie ne pouvait pas supporter que le Maroc y soit, que Kadhafi ne pouvait pas supporter, c'était avant l'affaire de 2011, ne pouvait pas supporter de ne pas être le leader de l'Afrique, que Erdogan disait « Non, attendez, je suis turc, je ne vais pas laisser des Arabes me dicter ma conduite ». Parce que traiter un Turc d'arabe, là vous êtes mal parti. Voilà pourquoi ça. C'est exactement ça. Merci. Alors écoutez, on va prendre quelques questions. Marc, je sais qu'il y a des journalistes, ils ne sont pas interdits de parole s'ils le souhaitent. Alors, Gérard Sebag, mon confrère de la télévision. Parfait. Oui, je voudrais revenir comme bon journaliste sur l'actualité. Si vous étiez aujourd'hui conseiller à l'Élysée, est-ce que vous auriez recommandé d'envoyer le Charles de Gaulle dans la mer d'Oman ? Et quel est aujourd'hui, en fonction de votre réponse, bien sûr, quel est véritablement le rôle de notre marine actuellement dans le conflit et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Est-ce que c'est simplement des tours dans l'eau ou est-ce que ça a une efficacité ? Merci. Je pense que je l'aurais envoyé 15 jours plus tôt. Ça vous donne... Je pense que je l'aurais envoyé 15 jours plus tôt. Alors, ça, c'est la réponse courte. Maintenant, la réponse argumentée et la réponse réelle. Je vous ai cité tout à l'heure le pourcentage du commerce mondial qui passe par la voie des mers. 90% en volume, 80% en valeur. Et il y a un droit maritime international qui fait que l'ensemble des détroits sont des endroits de libre passage. Quand vous fermez un détroit, d'une façon ou d'une autre, avec des mines plus ou moins hypothétiques, par exemple, ou bien en annonçant un péage, personne ne peut accepter ça. Et pas plus la Chine que les autres. Et donc, Hormuz sera, à un moment ou à un autre, réouvert. D'autant plus que, pour le coup, les Pasdaran se sont plantés, ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que comme ils ont diminué la taille du passage, c'est encore plus facile d'intercepter ceux qui y sont, techniquement. On voit bien quand il n'y a plus qu'un petit chemin, bon. C'est absolument une question de commerce international. Vous connaissez, il y a un dicton belge, mais qui est en anglais, qui est « no shipping, no shopping ». Eh bien, c'est exactement... Ça veut dire pas de navire de commerce, rien dans les magasins. Et c'est vrai dans tous les sens. Donc, il faut faire respecter la liberté de passage. Bab el-Mandeb, c'est l'entrée de la mer Rouge, mais vous avez Gibraltar, vous avez le Pas-de-Calais, vous avez le détroit de Malacca entre la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, et vous avez les différentes... C'est bien ce qui énerve les Chinois d'ailleurs, parce que la mer de Chine méridionale est entourée par un chapelet d'îles, le Japon au nord, les Philippines, puis ensuite on descend, Brunei, l'Indonésie, etc. Et à chaque fois, les Chinois sont obligés de passer à l'intérieur de détroits plus ou moins larges. Donc c'est indispensable. Et ça, c'est le rôle de toute marine de guerre. Ensuite, très sincèrement, envoyer un porte-avions, c'est un moyen de projection de puissance.
qui n'a pas besoin d'une autorisation diplomatique de survol. Donc, si vous voulez faire de la coercition, c'est très précisément ce que le gouvernement et le président de la République, chef des armées, a décidé de faire. Ça, c'est clair. J'ai pas d'informations particulières, mais le raisonnement, je le connais tellement que... Eh ben oui, vous envoyez la marine. Et quel est le plus gros, le meilleur instrument de coercition, celui qui dure longtemps? C'est le porte-avions. D'ailleurs, si les porte-avions, ça ne servait à rien, pourquoi est-ce que les Chinois en auraient 3 en construction? Parallèlement, juste un petit truc, vous avez suivi comme moi les actualités, toutes les bases américaines se sont fait attaquer au Moyen-Orient. C'est marrant, ça ne se déplace pas une base. Ça ne se déplace pas. Le fait maritime, d'une manière générale, est indubitable. Alors, les Turcs construisent un porte-drone. Les Thaïlandais construisent un porte-drone avec des drones qui font la taille d'un Mirage 2000, quand même. 10 tonnes. Pas des petits trucs que vous achetez chez DJ pour 3 000 € ou pas des Shahed qui volent au-dessus de Kiev. Voilà. Donc on a besoin du phénomène du fait aérien, bien sûr, depuis la mer, parce que la mer, c'est res nullius, n'appartient à personne en dehors des eaux territoriales et qu'il n'y a pas besoin d'autorisation de survol. Donc oui, il fallait, c'est très bien qu'on l'ait fait, malheureusement on n'a qu'un seul porte-avions, ça c'est une autre histoire, donc il va falloir le faire rentrer parce que l'endurance des hommes a quelques limites, même si on n'a pas de problème de combustible et qu'on peut toujours ravitailler en munitions, en pièces de rechange et en carburant pour les avions. Donc à un moment, il va falloir le ramener. Donc c'est absolument... Et ça va se terminer, Hormuz sera réouvert. Si Hormuz est réouvert vite, ce que je ne pense pas, ça voudra simplement dire que les Chinois et les Américains se sont mis d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de se partager le monde. Et on revient à un duopole. C'est ce que souhaitent les Chinois, c'est ce que Trump ne veut pas. Ah, il ne veut pas ça. Non. Il veut... Trump, c'est pas « Make America Great Again », c'est « America First and Only ». C'est complètement différent. Donc oui, on va être obligé d'intervenir. Et s'il faut frapper, on frappera. Et pas de chance, les porte-avions britanniques ont des problèmes, et les avions britanniques ont des problèmes, donc pour remplacer le Charles de Gaulle, il n'y aura personne. Merci. Alors, il y a une question derrière. Est-ce que vous pouvez passer le micro derrière, tout à fait derrière? Oui. Excusez-moi. Bonjour, Amiral. Donc, je ne vais pas vous parler d'éolien en mer, ça on l'a déjà fait. Parce que c'est enregistré. Oui, je ne vais pas vous parler d'éolien en mer, ça on l'a déjà fait, mais je vais vous parler de politique énergétique. Monsieur, s'il vous plaît. Question, oui, je parlais de politique énergétique. Ah, Éric Sartori, peu importe, parler de politique énergétique et empire. Le sujet, vous ne l'avez pas abordé, pourtant c'est important. Puis on a parlé de traité européen. Il y a un traité européen très bien qui est fondateur, qui s'appelle Euratom. Voilà, bon. Alors, oui. Oui. Oui, question d'auditrices de divers canaux télé-radiophoniques. Est-ce que c'est normal la proportion et la durée de réparation des porte-avions américains? Quelquefois, on a l'impression que c'est incroyable le nombre d'années qu'il faut pour les réparer. Et par ailleurs, autre question, qu'est-ce que veulent les Indiens, en fait? Est-ce que quoi? Les Indiens. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Ils veulent juste faire du commerce ou qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Je vais d'abord répondre à la dernière question. Les Indiens, ils veulent que nous tirions les marrons du feu pour eux. Vous savez, celui qui tire les marrons du feu, c'est celui qui se brûle les doigts. Vous ne m'entendez pas, là? Non, je dis, pour répondre à votre question sur les Indiens attendent que le reste du monde tire les marrons du feu pour eux, sachant que celui qui tire les marrons du feu, c'est celui qui se brûle les doigts. Bon, je vais d'abord répondre pour la politique énergétique et pour Euratom. Non, j'en ai pas parlé.
Parce que sinon ma tension serait montée à cause de la taxonomie. Je suis évidemment un défenseur du nucléaire. Je parle pas seulement de dissuasion nucléaire, je parle aussi de puissance nucléaire, et l'Union européenne a montré sa pusillanimité, de même qu'une grande partie des partis politiques en Europe. Mais ceci étant dit, il nous reste la question des hydrocarbures, parce que l'énergie électrique ne remplace pas tout, et ça, on en a besoin pour faire du plastique, mais ça ne fabrique pas en soi, l'électron ne fabrique pas en soi du plastique. Il se trouve qu'on a quand même un peu de chance, c'est que en dehors des champs gaziers et pétrolifères russes, la plupart des champs pétroliers et des États-Unis, qui sont un cas à part, les autres réserves sont dans des zones non impériales. Voilà. Donc, ça doit être quelque chose, un sujet que l'on doit être en mesure de traiter. Alors vous allez me dire, ah mais oui, il y a le Sud global. Non, le Sud global, ça n'existe pas. Il y a l'anti-occidentalisme global, ça oui. Mais le Sud global n'existe absolument pas. De même que les BRICS, dont on nous rebat les oreilles, vous savez, Brésil, Russie, Inde, etc. Chine et Afrique du Sud. C'est pas parce qu'il y a eu une réunion tous les 2 ans, qui s'appelle l'Organisation de Shanghai, que les choses avancent et il ne se passe strictement rien. Ils ont simplement, le reste du monde en a simplement assez que les Occidentaux, comprendre les États-Unis plus les Européens, parce que les Occidentaux, il se trouve que c'est un peu plus vaste, leur donnent des leçons et est 2 poids 2 mesures dans un certain nombre de domaines. C'est tout. Bon, le jour où nous arrêtons de donner des leçons, c'est un peu dur pour nous de temps en temps, on s'apercevra que nous sommes toujours les bienvenus. Moi, je me rends compte, je travaille pas mal avec l'Afrique subsaharienne. Non, ce sont les gouvernements français qui sont énervants pour les gouvernements africains. Ce ne sont pas les Français qui sont énervants. Et d'ailleurs, ils continuent à envoyer leurs enfants soit passer leurs vacances, soit en université en France. Ça, c'était pour la politique énergétique. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement répondu à votre question, mais pour moi, il se trouve que les hydrocarbures ne rentraient pas. On avait cette chance, en dehors du fracking cher à Donald Trump et des problèmes que ça pose actuellement au Canada, enfin, avec la reprise. Vous avez vu que l'Alberta veut devenir indépendant pour pouvoir utiliser et faire le nombre de pipelines qu'ils veulent, y compris à travers les réserves indiennes. Mais il se trouve que ça ne rentrait pas dans le cadre. Même si je suis d'accord avec vous, la politique énergétique est absolument essentielle. Et Euratom est une belle chose. Mais je ne suis pas sûr que l'Union européenne, elle ait tout compris. Elle a changé d'avis, mieux vaut tard que jamais. Sur le déploiement des porte-avions américains, à peu près personne en Occident n'envoie ses hommes en déploiement opérationnel plus de 6 mois. Pour des raisons psychologiques, parce que 6 mois dans une boîte, même s'il y a quelques conforts, c'est quand même pas 6 mois chez soi. Et puis surtout, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, pour les familles, c'est particulièrement difficile. Et c'est pas en rajoutant des psys et des assistantes sociales qu'on va aider. Donc, les porte-avions, un déploiement de 6 mois, c'est déjà beaucoup. Le dernier qui vient de rentrer, américain, aura fait 9 mois. Et il y a un épuisement. D'ailleurs, la preuve, ils ont eu un incendie, à mon avis, stupide, mais malheureusement possible, ou dans la laverie. Parce que sur un porte-avions, vous avez une usine de traitement de déchets, vous avez une buanderie, une laverie, des gens qui sont formés pour ça. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur le porte-avions Charles de Gaulle, et en général, quand ils quittent, ils vont ouvrir une laverie automatique. Hein. Ils ont les diplômes. On en a besoin. Donc il y a de tout. Donc il y a une durée de vie psychologique, et puis
votre voiture, vous la révisez, normalement, tous les 20 000 km. La seule différence, c'est que vous ne la conduisez pas 24 heures sur 24 pendant 20 000 km. Là, un porte-avions, un navire de combat, ça vit 24 heures sur 24. La nuit n'est pas différente du jour en termes d'activité. Et donc, vous comprenez bien que l'usure du matériel, l'entretien du matériel, la mise en place de pièces de rechange, c'est en permanence. Et puis il y a des pièces qui sont plus grosses que d'autres. C'est pour ça que, sans vouloir faire de pub pour qui que ce soit, vous ne pouvez pas passer chez Point P si vous pouvez passer pour faire une vidange, pas pour faire certains contrôles. Vous allez passer chez un autre garagiste. Et bien c'est la même chose pour un bateau. Et là, il était temps, alors on a annoncé, ils envoient un porte-avions de plus. J'avais dit à mon épouse, mais non, l'autre il va rentrer, c'est tout. C'est exactement ce qui s'est passé, évidemment. On les remplace. Mais je peux vous dire que c'est long. Le record que nous ayons eu, nous, en France, c'est en 87-88, quand le porte-avions Clémenceau, et je reviens à la question de M. Sebag tout à l'heure, est parti 14 mois en océan Indien au large d'Ormuz, parce que c'était l'époque où les Pasdaran tiraient sur les bateaux qui traversaient Ormuz. Et nous y avons envoyé le porte-avions. Ça a, je ne sais pas pourquoi, ça a beaucoup calmé les choses. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Alors vous me direz, c'est de la coercition. Ben oui. Mais malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, de temps en temps, il faut sortir le big stick cher à Theodore Roosevelt. Jean-Pierre Rouët. Oui, Jean-Pierre Rouët, vous avez, amiral, très bien décrit tous ces empires qui aspirent à conquérir une partie de plus en plus large du monde. Ce sont tous des régimes autoritaires. Hein. On peut même se demander si les États-Unis sont encore une démocratie. Et donc c'est ma question, est-ce qu'il y a un futur pour des démocraties ? Là, je sors de mon domaine de compétences. J'ai envie de vous répondre oui, parce que je l'espère, parce que je n'ai pas envie d'émigrer, parce que je n'ai pas envie de changer de régime. Maintenant, vous connaissez la célèbre phrase d'un président africain, Jacques Chirac, tu me dis démocratie, démocratie tous les jours, qu'est-ce que tu me coûtes cher ? C'est simplement pas la même version, c'est pas la même vision. Nous avons la nôtre, européenne. Les États-Unis sont peut-être en train de changer. On s'aperçoit en réalité qu'il y a 3 Occidents. Il y a l'Occident européen, auquel on peut peut-être rattacher les Canadiens. Il y a les États-Unis, qui sont en train de devenir un Occident différent. Est-ce que ça va devenir une démocrature ? Je ne sais pas. Et puis, il y a un autre Occident qui est un Occident par alliance, assez bizarrement, qui est un couple plutôt improbable, mais historiquement solide, même s'il continue à se taper dessus régulièrement, c'est Corée-Japon. Alors, évidemment, j'ai mis l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans l'Occident européen. Mais voilà, c'est ça l'Occident, ça n'est que ça. Ça fait pas grand-chose quand même. À l'échelle de la planète, ça fait, allez, un petit milliard d'habitants. C'est pas énorme. Oui, ils sont 120 millions au Japon, un peu plus d'1 milliard. Oui, madame, on va prendre votre question, vous lui donnez le micro, mais d'abord, Édouard, tu as parlé de l'Afrique où tu t'intéresses beaucoup à ce continent. Est-ce que l'Afrique est récupérable ? Parce qu'il faut bien constater qu'on est plus ou moins éjecté de la plupart des pays d'Afrique et que c'est quand même un problème parce que ce continent est important. Oui, l'Afrique est récupérable, ne serait-ce que parce que ceux qui nous éjectent et qui ont essayé de prendre notre place se prennent des claques, au premier rang desquels les Russes, qui n'y arrivent pas, les Chinois qui présentent des factures économiques qui deviennent insupportables. Ça, ils renouvellent 1 fois, 2 fois, 3 fois les financements, puis la 4e fois, ils disent bah, « maintenant, je possède le pays ». Bon.
le jeune homme africain, 18 ans en moyen, il n'a pas du tout envie. Quand vous allez à Kinshasa, il y a 2 quartiers chinois, occupés uniquement par des Chinois. Je peux vous dire qu'il y a déjà les plans des pogroms le jour où la population a décidé... Non, c'est horrible, hein. Tellement les Chinois se sont mis tout le monde à dos. Parce que les contremaîtres chinois qui fabriquent les voies de chemin de fer sont d'une brutalité extrême avec leur main-d'œuvre locale. Et ils commettent finalement plus d'erreurs que les Belges en République démocratique du Congo à l'époque. Je voulais juste revenir sur le premier échange là, que vous avez eu avec un journaliste. Vous avez dit que le Charles de Gaulle était arrivé trop tard. Non, j'ai pas dit je dis que je l'aurais envoyé plus tôt. Oui, bon. Et vous l'auriez envoyé combien de temps plus tôt et pourquoi plus tôt ? Parce que la dynamique de la crise, c'était celle que j'avais envisagée. C'est exactement ce qui s'est produit, mais avec l'âge et les cheveux blancs, on finit par voir les choses arriver. Et donc je pense que c'était assez raisonnable. Après, je n'étais pas à l'Élysée, le président de la République a pris sa décision avec évidemment d'autres critères, en particulier les espèces d'ultimatums de Donald Trump en disant « j'ordonne aux Européens de prendre ma suite », c'était plutôt quelque chose destiné... Le résultat, c'est que ça a plutôt retardé les affaires. Mais en dehors de tout aspect politique, et quand le président a pris sa décision, il avait certainement des informations que je n'ai pas, ça c'est une évidence, mais d'un point de vue technique, le plus tôt est le mieux. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous avez un début d'incendie, en 30 secondes, il faut un verre d'eau. En 3 minutes, il faut un seau d'eau. En 3 heures, il faut la mer Méditerranée. C'est tout. Quand vous êtes sûr... Bon, il se trouve que là, pour le coup, nous savions... Enfin, je veux dire, c'était évident qu'aucune négociation n'aboutirait rapidement. Regardez le sketch qu'on vient de nous jouer là pendant quelques jours sur ce week-end, on va signer un accord, etc. Alors, je ne suis pas capable de vous dire s'il y en aura un d'une part, probablement, mais quand, alors là, absolument incapable de vous le dire. Surtout avec des maîtres absolus de la négociation que sont les Iraniens, et depuis 2500 ans. Donc, oui, techniquement, je l'aurais envoyé le plus vite possible, le plus tôt possible. Il était dans le Grand Nord. Ceci étant dit, il a mis 6 jours pour venir du large de la Norvège jusqu'au sud de la mer Rouge. Il s'est déplacé de 1000 km par jour. 1000 km par jour. Pour déplacer une base aérienne avec 30 à 40 avions de 6000 km, il vous faut en général 6 mois. Je vous parle de base aérienne à terre. C'est ça un porte-avions. Ça ne remplace pas une base aérienne, parce que sur la base aérienne, vous commencez avec 20 avions et vous allez en mettre 200, bien sûr. Sur le porte-avions, il y a 1,5 hectare de pont. Hein. Si. On l'enlevait de sa mission, on l'a détourné d'une mission, qui était une mission destinée à montrer à nos amis du nord de l'Europe que la France s'intéressait à eux et aidait le Danemark. Et c'était une mission, donc, avec un objectif. Vous voyez le type, là, qui a une mèche. À nouveau, mais vous l'auriez envoyé pour faire quoi ? Là aussi mais la pour question. Faire pression. Un navire de combat, une armée, ça sert à faire pression. Et vous Ça pensez aurait que la fait pression aurait pu avoir un effet dissuasif par rapport et de la position de Mais l'Iran après laisser faire les diplomates. Les militaires n'existent pas par eux-mêmes. Les militaires n'existent pas par eux-mêmes. Une armée, pour elle-même, ça ne sert à rien. Ça sert dans une stratégie, dans une diplomatie. Donc les seuls qui pourraient éventuellement, je dis bien éventuellement, vous apporter une réponse, ce sont les diplomates. Et les diplomates sont aux ordres du gouvernement. Je souhaitais vous poser la question relative à l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine.
d'après les échos qu'on avait pu avoir, tous les services de renseignement avaient à la fois averti de la préparation du côté russe d'une entrée en Ukraine et d'autre part conclu, alors eux ou les dirigeants des différents pays, que c'était une hypothèse hautement improbable parce que c'était tellement absurde comme démarche que jamais la Russie ne s'y lancerait. Alors, pouvez-vous, d'une part, nous commenter la chose et d'autre part nous dire, mais comment fait-on pour entrer dans l'esprit d'un dirigeant et est-ce que les diplomates sont à même de le faire? Vous savez, c'est l'affaire du mage du Kremlin, mais je vais vous dire, les choses absurdes, ça existe, la preuve. On a eu le Brexit, quand même une absurdité absolue. Et moi, la veille de l'entrée en guerre, en opération spéciale de Poutine en Ukraine, je disais doctement lors d'un déjeuner familial, jamais les Russes ne seront suffisamment stupides pour faire ça. Et bien, le lendemain, j'étais démenti. Brillamment. C'est stupide. C'est stratégiquement idiot. Alors déjà, j'aurais dû me méfier. Déjà, en 2014, l'invasion de la Crimée était une connerie. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pardon pour ce terme trivial. En 2014, il y avait eu une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, en 2013, donc à l'automne 2013, qui disait que la Crimée étant principalement russophone, n'ayant été attribuée à l'Ukraine qu'en 1953, par un certain Khrouchtchev qui était ukrainien et qui voulait avoir le soutien des délégués ukrainiens au Présidium, ce serait peut-être pas mal qu'il y ait un référendum d'autodétermination. Et la question qui se posait, et tout le monde avait voté pour, tous les Européens, la question qui se posait, c'est les russophones, donc promoteurs du rattachement à la Russie, vont-ils gagner par 60 ou 75%? Et ce référendum devait avoir lieu avant l'été 2016, sous contrôle de l'ONU. Donc tout le monde savait que l'Ukraine deviendrait russe et que la Crimée, tu as raison, merci, deviendrait russe. Et les gens commençaient déjà à se dire, bon, et on va les aider à se construire, donc il y avait déjà des financements. Donc il fallait quand même être idiot pour envoyer des Spetsnaz. Bon, en réalité, qu'est-ce qu'a fait Poutine? On l'a compris après. La faiblesse d'Obama à l'été 2013, comme quoi tout est imbriqué. Vous savez, quand il a, au dernier moment, quelques heures avant, il a annulé le raid sur Damas à la suite de l'utilisation de gaz par Bachar. Et donc il s'est dit, les Occidentaux sont des faibles, ils ne réagiront pas, donc je ne vais pas attendre 2 ans. Qu'est-ce que c'est 2 ans à l'échelle d'un pays? Rien. Bon, donc déjà, c'était idiot. C'était pas absurde, mais c'était idiot. C'était le gamin qui veut tout de suite et qui... Bon. Donc j'aurais dû me méfier. Je ne me suis pas méfié, mais c'est franchement stupide. Alors, c'est vrai que là-dedans, en plus, l'Allemagne et la France et l'Allemagne ne se sont pas mises en valeur. Il y avait eu les accords de Minsk, puis les accords de Minsk II, et les 2 garants des accords s'appelaient Allemagne et France. Les accords n'ont pas été respectés, et les 2 gouvernements de l'époque n'ont rien fait. Et les accords n'ont été respectés ni par les Ukrainiens, qui étaient de laisser, l'un des points importants des accords, c'était tout était en 2 langues dans les zones russophones. D'accord? Et les Russes n'ont rien respecté non plus.
Donc là-dedans, c'était renvoyé dos à dos. Hein. Il ne s'agit pas de prendre parti. Bon. On n'a pas réagi. Et l'absurde s'est produit. Alors là, pour le coup, tout de suite, on est venu me trouver en me disant « Mais à ton avis, ça va durer de combien de temps ?» Moi, j'ai répondu 10 ans. Et ça va se terminer comment? Je dis « C'est pas compliqué. La Russie ne peut pas perdre et l'Ukraine ne peut pas gagner. Alors, quand vous êtes un peu matheux et que ces deux ne peuvent pas, vous regardez la zone frontière. Ça peut s'appeler une zone démilitarisée dans le domaine diplomatique. Mais le temps que tout le monde accepte d'en rabattre sur son ego et de redescendre de ses ergots, il faut 10 ans. Regardez, on nous a expliqué que ça a été plutôt une bonne surprise, que les Européens seraient incapables de prendre la chute. Tiens, les Américains, si. Que les Ukrainiens s'effondreraient, non. Donc il y en a encore pour quelques années. Malheureux peuple ukrainien et malheureux... alors les prisonniers russes, il y a 180 000 prisonniers russes qui ont quitté les prisons russes. 180 000, c'est pas mal, hein, depuis 3 ans. Ils ont 35 000 morts ou blessés par mois. Par mois. Oui, 35 000. Ça, les Russes. La semaine dernière, Poutine a annoncé que toutes les dettes personnelles de tous les nouveaux engagés seraient prises en charge par l'État russe, les dettes financières. Ils font venir des Nord-Coréens. Donc ils s'épuisent. Comme ils s'épuisent, on va avoir droit à encore 1 ou 2 séances pseudo-nucléaires. Pourquoi voudriez-vous qu'il utilise l'arme nucléaire sur des territoires qu'il veut occuper? Il ne va pas vitrifier un truc qu'il veut occuper, il ne va pas pouvoir l'occuper pendant 70 ans. Alors là, pour le coup, je connais Gerasimov, qui était mon jeune homologue quand j'étais chef d'état-major des armées, c'est toujours le même. Là, pour le coup, je suis sûr de mon fait. Donc tout ça, c'est de la gesticulation, c'est pour faire peur aux foules, pour impressionner les masses occidentales, pour faire parler certains commentateurs militaires et ou politiques qui, à force de devoir parler tout le temps, finissent par dire n'importe quoi. Voilà. Merci. Il y a une question là, si vous voulez bien. Bonsoir Admiral, Étienne Haripo, je suis étudiant, je prépare des concours militaires, donc je trouve ça très intéressant. Merci pour votre, un peu plus, oui. Merci pour votre exposé. Je complète la question qui vient d'être posée. La revue nationale stratégique de 2025, qui est le 9e concept de l'OTAN, pointe la Russie comme étant, pour l'Europe, la principale menace pour 2030. Pensez-vous qu'une attaque de la Russie sur l'Europe est possible ? Il y a deux questions. Première question. La revue nationale stratégique pointe la Russie. Oui, bon. Je ne suis pas sûr que j'aurais mis un tel éclairage. La Russie se comporte comme une menace, ça je l'aurais écrit. Est-ce que c'est devenu une vraie menace? Je pense qu'ils n'en ont pas les moyens. La référence à l'OTAN, c'est toujours dans la première question. C'est normal, l'OTAN a été créée contre l'URSS. Et la Russie... Vous savez, quand l'URSS a implosé en 1991, l'OTAN s'est retrouvée devant un dilemme épouvantable, c'est « mais à quoi vais-je donc servir ?» Et c'était devenu la plus grande agence de voyage du monde. Et quand le président de la République a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, j'ai applaudi des 2 mains. Parce que c'était vrai. Alors l'OTAN a survécu parce que, miracle, la Yougoslavie a explosé façon puzzle et grâce aux structures normatives de l'OTAN, la seule façon de faire travailler tous les alliés européens en Yougoslavie, c'était de les mettre sous une ombrelle OTAN, parce que c'est les mêmes normes de messages, de machin, vous pouvez... L'OTAN a survécu comme ça. Et toute cette période, les Américains essayaient de nous faire dire « Vous devez déjà, au milieu des années 90, sortir de la zone
on faisait du hors-zone. Or, notre zone, c'était la zone d'influence de l'URSS. C'est dans le traité de l'Atlantique Nord. Hein. C'était pas la mer de Chine méridionale. Hein. Et on en parlait déjà. Enfin, les stratèges savaient déjà que ça allait arriver. Donc c'est logique pour l'OTAN. Bon, et là, quand le président Trump dit « je ferai payer à l'OTAN le fait de ne pas m'avoir soutenu à Hormuz », ah bah, le Hormuz, c'est vachement dans la zone. Hein. Par contre, mais comme il est d'une subtilité rare, il aurait dit « dites donc si on se partageait les tâches », je pense que vous savez, les dirigeants mondiaux ont des égos et d'une susceptibilité que vous n'imaginez pas. Bien plus grave qu'un adolescent de 15 ans. Ça, pour avoir vécu ça, ils sont très susceptibles. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir Trump. En est un exemple, mais les autres aussi, hein, je vous rassure. Même quand ils ont l'air très sympathiques. Bon, et puis la deuxième partie de votre question, c'était sur... Ah bon? Oui, alors, cher Édouard, pour terminer, vous avez parlé de transhumanisme, d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle, mais on est devant un paradoxe. D'un côté, il y a une mise en garde contre les excès de l'intelligence artificielle. Le pape Léon XIV, lui aussi, s'est mis de la partie. On a vu des auteurs célèbres comme Giorgio d'Ampoli qui parlent de prédateurs. Donc, il y a cette mise en garde. Mais d'un autre côté, on entend dire que c'est indispensable, qu'il faut développer cette chose-là. Alors, entre les deux, mon cœur balance, mais entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à investir là-dedans, puisque notre avenir en dépend? Et comment le contrôler en dehors ou avec Saint-Pierre, mais avec quels moyens? Il se trouve que dans ma carrière, j'ai co-dirigé un laboratoire d'intelligence artificielle dans les années 80-90, qui appartenait à la marine. Alors c'était une autre époque d'intelligence artificielle, mais pardon. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai co-dirigé un petit labo qui faisait de l'intelligence artificielle sur les systèmes experts dans les années 80-90. C'était une autre époque d'intelligence artificielle. Cette époque s'est arrêtée parce que la puissance des ordinateurs ne permettait plus de valider ce qu'on avait trouvé. Donc à un moment, et puis ça a redémarré il y a quelques années parce que justement, c'est un facteur 1000 ou 10 000 de puissance et on aura de nouveau une accélération quand les ordinateurs quantiques seront réellement disponibles. Ça, c'est pas pour tout de suite. Première réflexion, on ne peut pas arrêter le progrès. Donc, pour reprendre un vieux dicton, contrôlons ce que nous ne pouvons interdire. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, indubitablement, ça va nous apporter des choses formidables. Mais il y a plusieurs types, il y a plusieurs espèces d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle l'agent conversationnel, les ChatGPT et autres, où là, grosso modo, vous aurez autant de réponses que de pays quand vous posez une question. Pourquoi? Parce que ça marche comme un tabouret à 3 pieds, des données. Tout dépend de la masse de données et du choix des données que vous avez rentrées dans votre machine. Le deuxième pied, c'est le classement des données, comment elles sont organisées. Ça, j'avais travaillé là-dessus à l'époque. On appelait ça des systèmes de gestion de bases de données. Vous savez, c'était des acronymes horribles. Et puis le troisième chose, ça marche avec des algorithmes. Il se trouve que les points 1, 2 et 3, c'est-à-dire les données et leur choix, leur classement et leur traitement, présentent ce que les scientifiques appellent des biais. Un biais culturel. Si vous êtes chinois, vous n'allez pas choisir la même chose que si vous êtes japonais, qui ne va pas choisir la même chose que l'américain, qui ne va pas choisir la même chose que le français. Alors déjà, rien qu'en Europe, ce serait un peu différent. Même chose pour le classement. Un exemple. Si vous êtes occidental,
vous allez choisir un classement où les données concernant la liberté individuelle et l'unicité de l'être humain sont importantes. Si vous êtes chinois, vous allez mettre en tête les données où la lignée est importante. Car l'être humain en lui-même a peu d'importance. Déjà, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et puis, quant au choix de l'algorithme, votre jeune scientifique brillantissime qui va choisir l'algorithme, il a été élevé dans une certaine culture, avec un certain passé, une certaine histoire, une civilisation. Donc, sur un agent conversationnel, en toute logique, vous devez avoir autant de réponses différentes que d'origine. Et un de mes amis me disait, il y a une école formidable, il est diplomate, il n'est pas français, il est en poste à Amman, en Jordanie, il y a une école internationale, on apprend aux enfants ChatGPT. Je lui dis, mais arrête tout de suite. Si on leur apprend simultanément l'équivalent chinois, l'équivalent ceci, d'accord, je veux bien. Mais pas un truc. Donc déjà, ça, c'est une espèce d'intelligence artificielle. C'est pas du tout la même intelligence artificielle qui sera plus descriptive que celle qu'on va utiliser, par exemple, pour faire une analyse de scanner médical. Parce que là, les images, qu'elles soient d'origine chinoise, russe, française ou maori, ce seront les mêmes images. Il n'y aura pas d'interprétation, il n'y aura pas de biais culturel, si vous voulez. Et là, c'est phénoménal ce que ça peut faire. Donc ça, ce sont des choses extraordinaires. Même chose pour, prenons les assureurs, les analyses d'accidents, les occurrences, enfin un certain nombre de choses. Ça peut faire des choses absolument formidables. À l'inverse, comme tout outil nouveau, ça peut être détourné. Mais je rappelle que le rouleau à pâtisserie peut aussi être une arme de destruction massive. Donc, oui, il faut contrôler, mais il faut faire les deux. Ce que j'ai bien aimé dans l'encyclique du pape, enfin la partie que j'en ai lue sur l'intelligence artificielle, c'est que justement, il insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas, alors j'aurais peut-être pas employé le mot désarmer, mais il ne faut pas se l'interdire. Mais alors, c'est très difficile de trouver les règles, les cadres, je suis d'accord, mais on apprend en tâtonnant. Et je pense qu'avec l'imprimerie, c'était ça. Merci, cher Édouard Guillot, pour cette brillante conférence. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir assisté. Désolé s'il faisait un peu chaud, mais on a colmaté ça par une bonne climatisation. Vous trouverez la conférence de l'amiral sur le site de la mairie du 6e, sur le site du Pont des Idées, et nous publierons son intervention dans nos divers organes d'information et de communication, notamment la revue Passage. Merci encore à tous.